Merci beaucoup, Xavier et toute l'équipe de l'Observatoire du Pic des Fées. C'est un grand plaisir de revenir ici après l'avoir découvert il y a quelques jours. Grand plaisir de venir ailleurs aussi où j'ai quelques souvenirs d'enfance aussi dans la presqu'île de Gien. Et bon, bon, plaisir de vous parler de la Lune. Donc, attachez vos ceintures parce que nous allons faire un voyage vers la Lune. Alors, ce voyage, c'est notre village sur la Lune et notre voyage sur le continent lunaire. Donc, je vais vous parler d'une part de missions que nous avons envoyées vers la Lune, donc une mission dont j'étais le papa, qui s'appelait Smartin, mais aussi de l'activité que nous conduisons, qui vont nous préparer à installer un village robotique et même une base habitée, euh, et une base permanente, durable. Et nous voulons vous inviter tous pour faire partie du village lunaire. Un village qui englobe 7 milliards d'habitants de la Terre, mais parce que nous voulons faire ce village au bénéfice de tous. Et d'ailleurs, j'ai mis comme co-auteur, vous voyez, des collègues d'un projet que nous avons lancé il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Euromoon Mars, donc, où nous essayons de préparer des activités de sciences, de technologie, aussi de simulation, euh, qui vont nous préparer à vivre sur la Lune. Alors j'ai mis comme co-auteur mes collaborateurs et étudiants qui travaillent sur ces projets. Alors, je travaille à l'Agence spatiale européenne. C'est une agence, donc vous avez entendu parler de ESA, Agence spatiale européenne, une agence où nous construisons des fusées comme Ariane, nous participons à la Station spatiale internationale, mais aussi nous avons un programme où nous faisons de la science, donc des missions scientifiques qui vont étudier l'univers, mais aussi qui vont explorer le système solaire. Et là, vous avez pu voir j'ai une petite galerie. Est-ce qu'il y a des ingénieurs dans la salle? Voilà, des ingénieurs. Est-ce qu'il y a des artistes? Voilà, parfait, très bien. Est-ce qu'il y a des... qu'est-ce qu'il y a? Des cuisiniers? Des diététiciens? Voilà. Ouais, voilà, très bien. Est-ce que... Et bon, alors en fait, est-ce qu'il y a des citoyens de la troisième planète du système solaire? Oui, oui, la Terre, c'est la troisième planète, hein, très bien. Ouais, il y en a plein, parfait. Et donc, citoyens de la Terre, voici l'endroit que nous explorons. Donc, vous pouvez voir cette galerie d'artistes, hein, j'ai composé, hein, où j'ai pris des vues d'objets du système solaire que nous explorons, que nous étudions avec des missions spatiales. Donc, vous pouvez voir d'abord le Soleil, que nous étudions avec une sonde qui s'appelle SOHO. Mercure, nous avons une sonde qui s'appelle Baby Colombo qui est en route vers Mercure. Donc, Vénus, nous avons une sonde, nous avons envoyé une sonde qui s'appelle Vénus Express autour de Vénus, qui explore par exemple l'atmosphère de Vénus, mais aussi bon, les pôles. Nous avons vu trouver aussi des orages sur Vénus. Vous reconnaissez cette planète? C'est la nôtre. Mais en fait, c'est une planète qui n'est pas toute seule. C'est une planète double. Une planète double qui fait partie du système Terre-Lune. Et là, voilà des images que nous avons obtenues avec notre sonde Smartin, dont je suis le papa. Mars, avec ses paysages glacés, ses paysages avec des cratères d'impact. Et aussi d'autres paysages, Phobos, une lune de Mars. Et aussi des mondes lointains, comme cette comète Churyumov-Gerasimenko. Vous avez eu, certains d'entre vous, certaines conférences hein, sur Rosetta, les résultats. Eh bien, cette comète que nous avons explorée, qui nous a permis de faire un voyage dans le temps, un voyage dans les tout débuts du système solaire, hein, puisque donc ces comètes ont préservé un petit peu de la mémoire de la formation du système solaire. Et un autre monde aussi très intéressant, le monde de voilà, le Seigneur des Anneaux, donc Saturne. Alors, j'ai appris que bon, il y a quelques années, bon, décades, un conférencier célèbre est venu ici, le professeur André Braic. Est-ce que certains d'entre vous connaissent André Braic? C'était mon professeur d'astrophysique, donc qui étudiait beaucoup les anneaux de Saturne, avec qui nous avons découvert ensemble les anneaux de Neptune, et qui parlait très vite, beaucoup plus vite que moi, mais aussi donc
une grande inspiration. Et voilà Saturne, avec un monde que nous avons aussi découvert, le monde Titan, donc une lune de Saturne qui a une atmosphère, qui a même des océans, et que nous avions exploré avec une sonde de l'ESA qui est entrée dans l'atmosphère et qui s'est posée à la surface. Alors voilà ce que nous faisons à l'ESA, avec votre argent, hein, puisque vous êtes contribuable, et vous contribuez donc à ce programme donc d'exploration du système solaire, mais aussi d'astronomie. Alors maintenant, aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre sujet qui est comment explorer notre voisinage, c'est-à-dire la banlieue de la Terre. La banlieue, la Terre, c'est d'abord la Lune, hein, puisque dans l'océan de l'espace, la Lune est l'île qui est la plus proche. Elle est seulement à 3 jours de voyage, alors que Mars, ça prend 6 mois, au moins. Et grâce à cette exploration, nous pouvons aussi essayer d'étudier des questions qui sont fondamentales pour nous. Par exemple, quelle est l'origine, l'évolution de la vie? Ça, c'est un sujet que Alexis, donc astrobiologiste, pourra aborder dans le futur. Aussi un autre sujet, comment fonctionnent les planètes? Et en particulier les planètes de type terrestre. Donc, quels sont les processus qui façonnent leur paysage, leur évolution, leur structure et même leur habitabilité? Un autre sujet important, c'est quels sont les dangers et les ressources que représentent, par exemple, les astéroïdes qui éventuellement peuvent impacter la Terre, mais dont nous pourrions aussi exploiter les ressources. Alors d'autres recherches que nous menons, c'est par exemple de simuler en laboratoire certaines conditions telles que nous les rencontrons sur d'autres planètes. Donc ça, vous avez un laboratoire ici où nous mettons des conditions de vide ou des conditions de température qui reproduisent certains des extrêmes que nous voyons sur les planètes. Et puis nous avons aussi d'autres expériences où nous allons dans des endroits extrêmes sur Terre et nous essayons de nous préparer à vivre sur notre planète. Alors ici c'est en Arctique, voilà un astronaute avec un rover dans un paysage quasi martien où nous essayons d'apprendre voilà ce qu'il faudra faire, comment faire de la science plus tard, comment opérer à la surface d'une planète comme Mars. Voilà une autre approche pour essayer de préparer notre voyage vers la Lune et vers Mars. Vous avez entendu parler de cette campagne qui s'appelle Mars 500? Mars 500, c'était certains de mes collègues et amis sont partis pour Mars de façon virtuelle et ils ont passé 500 jours dans un habitat complètement isolé. Ils ne pouvaient pas en sortir. Ils ont produit en fait cette condition d'isolation, d'éloignement, aussi de confinement, pendant qui reproduit le voyage vers Mars, un peu de temps sur Mars et le retour. Et donc ils ont appris à vivre ensemble, à travailler ensemble, à combattre l'ennui, mais aussi à faire de la recherche. Sinon, ce que nous avons aussi pour explorer ce voisinage, c'est d'abord de commencer par le voisinage en orbite autour de la Terre. Donc c'est la Station spatiale internationale, ISS, donc qui orbite autour de la Terre et sur laquelle depuis 20 ans, l'humanité y est présente de façon continue depuis 20 ans. Et nous avons donc quelques représentants de l'humanité, parfois il y en a 3, parfois il y en a 7, parfois il y en a, à des moments il y en a eu 14 qui étaient présents à la surface, enfin sur cette station. Que faire après la station spatiale? Eh bien, nous allons continuer à avoir des vols sur des stations plus petites, plus économiques à opérer, mais aussi nous allons aller plus loin. Alors nous irons autour de la Lune, puis sur la Lune, puis nous irons aussi vers d'autres destinations, Mars, astéroïdes. Et nous irons d'abord avec des robots, puis avec des humains. Et ceci nous permettra de répondre à des questions importantes sur nos origines, aussi sur notre futur, de préparer notre futur. Mais par exemple, dans le cas de la Lune, ceci nous permettra aussi de commencer à explorer les ressources, apprendre à vivre là-bas, comme sur un autre continent, puisque bien sûr, la Lune, comme vous pouvez le voir, est le 8e continent de la Terre. Pourquoi le 8e? Bon, parce qu'il y a tous les autres, et parce que de fait, la Lune a une filiation par rapport à la Terre. Elle a été formée à partir de matériaux terrestres et celle d'un impacteur, et aussi l'intérêt, c'est le seul continent que l'on voit d'ici, et aussi qui a vraiment influencé notre existence,
et qui va influencer notre futur. Alors, j'aurais parlé de mon premier bébé qui est allé vers la Lune. Ce bébé, il s'appelle Smartin. C'est une sonde que nous avons envoyée en 2003, qui est la taille d'une machine à laver et qui était équipée donc d'énergie d'un système de propulsion pour aller de la Terre à la Lune en utilisant seulement l'énergie solaire. Et nous l'avons lancé et puis nous sommes allés autour de la Lune. Nous avons fait quelques petites découvertes. Nous avons aussi validé des technologies et aussi des méthodes de travail où pour la première fois nous avons montré que l'Europe peut aller vers la Lune. Et c'était pour un coût de 100 millions d'euros, donc c'était un coût de 20 centimes par Européen pour aller vers la Lune. Est-ce que vous êtes prêt à donner plus que 20 centimes pour la prochaine mission? Qui est-ce qui est? Levez votre main si vous voulez. Oh, très bien. Donc voilà, il faudra peut-être être plus ambitieux pour la prochaine. Mais bon, donc, c'est une mission. Nous sommes. Alors voilà, ça, c'est un peu pour indiquer que oui, en Europe, nous sommes capables de travailler ensemble. L'Europe, voilà, c'était sur notre mission, Smartin, les divers pays qui ont contribué donc à la mission. Il y avait ceux qui ont construit le satellite, certains sous-systèmes. Vous avez une bonne contribution de la France sur les batteries, sur les mécanismes, sur le système de propulsion, sur des instruments, et aussi la France qui est le principal partenaire de Ariane, donc qui a lancé notre sonde. Alors, je sais que vous êtes intéressé par l'astronomie, mais aussi certainement par les technologies que nous développons pour explorer l'espace. Donc, à bord de Smartin, nous avions un système spécial de communication. Par exemple, nous avions un moyen, à partir d'un télescope, comme vous voyez ici, un télescope de 1 mètre, équipé d'un laser, nous avions la possibilité de communiquer avec nos satellites. Donc là, c'est simple, vous prenez un laser, hop, vous tirez sur votre satellite, et puis à distance, vous pouvez détecter le signal, et le signal est modulé, et vous pouvez ainsi transmettre des informations à bien plus haut débit qu'avec des radiofréquences. Nous avions aussi un système assez élaboré de communication en micro-ondes, dans une bande aussi à haute fréquence qui permet d'avoir un haut débit. Nous avions aussi des technologies à bord, des panneaux solaires très efficaces et qui peuvent survivre dans les conditions de l'espace, très froides, très chaudes parfois, radiation. D'ailleurs, certaines de ces panneaux solaires sont tellement efficaces qu'on en a même équipé des véhicules qui font la course des voitures solaires. Tous les ans, il y a une voiture une course dans le désert de l'Australie, et équipée de ces superbes panneaux solaires, et en général, ils gagnent la course. Nous avions aussi à bord un ordinateur qui collectait toutes les données du satellite et qui en fait s'était inspiré du système de communication de véhicules automobiles. Donc vous avez les senseurs, les caméras, etc. Et nous avions adapté ça à l'espace. Enfin, nous avions aussi des systèmes de batteries intelligentes. Voilà. Vous êtes certains d'entre vous sont parents? Évidemment, vos enfants sont toujours très spéciaux. Et le mien, mon petit bébé qui est allé vers la Lune, mon bébé robotique est très spécial. Alors quoi? D'abord, il a une caméra qui est à la taille d'un œil humain, très miniaturisée, et qui peut voir des détails vraiment à 300 km de distance. Il a aussi un spectromètre qui voit en rayons X, qui voit la composition des roches, qui peut mesurer la composition des éléments des roches. Et un autre spectromètre infrarouge qui a un poids de 2,5 kg, 10 fois plus léger que les autres spectromètres infrarouges envoyés par nos collègues américains. Donc une merveille de miniaturisation. Alors voilà, ici. Et même, nous avions aussi des techniques pour nous positionner, donc voyager dans l'espace interplanétaire en regardant voilà, où se trouvent les étoiles, où se trouve le Soleil, où se trouve la Lune et la Terre. À partir de ça, vous pouvez vous positionner, savoir de façon absolue où se trouve le satellite. Et de cette façon, il peut naviguer de façon autonome.
Et donc, nous avons testé aussi ces technologies. Alors voilà ici le cœur du système de propulsion de Spartan que nous avons utilisé. C'est un engin. Donc cette partie, cette partie ici fait environ 10 cm. Et donc elle est alimentée par l'électricité produite par des panneaux solaires. Hop, on injecte des ions à très grande vitesse. Et grâce à l'effet de réaction, nous avons pu envoyer donc le satellite depuis la Terre jusqu'à la Lune. Et en utilisant simplement 60 litres de fuel. Mais le fuel qu'on a utilisé, c'était du xénon, donc un gaz rare, pour aller de la Terre à la Lune. 60 litres pour faire 300 000 km. Vous voyez donc un bon, bon rendement, très efficace, hein, c'est très vert. Et donc nous avons été acceptés dans le livre Guinness des records pour cette consommation vraiment très économique. Alors pour faire ce voyage, nous sommes partis sur une fusée comme 3e passager de Ariane. Donc il y avait 2 satellites de télécommunications, puis nous étions au milieu. Puis nous sommes partis d'ici et en faisant travailler la propulsion électrique, hop, petit à petit, parce que en fait cela prend des mois et des mois pour utiliser cette propulsion qui est 6 fois plus efficace que la propulsion chimique, mais qui prend un peu plus de temps. Donc nous sommes arrivés jusqu'à la Lune, puis après arrivés jusqu'à la Lune, en utilisant la propulsion, nous avons réduit la taille de l'orbite pour être très près de la Lune, pour commencer à faire des observations scientifiques à proximité. Voilà. Alors, ceci nous a pris 18 mois, donc ça a été un peu long, mais pendant ce temps, nous avons quand même essayé d'utiliser les instruments, par exemple, pour observer la Terre. Là, vous avez une vue de l'Europe, que nous avions tenue après 3 mois. Donc le nord de l'Europe, très dégagé. Et si vous aviez un peu de nuages ce jour-là, un peu contraire à ce que l'on voit tous les jours. Et au fur et à mesure de notre croisière vers la Lune, donc la Terre s'éloignait. Bon, ici on a vu un paysage, vous voyez le Moyen-Orient, on voit les constituants. On voit pas de frontières là, par exemple. Je sais pas pourquoi il y a tous ces conflits, parce que je vois pas vraiment de frontières pour lesquelles ils se battent. Hein. Et puis en allant un peu plus loin, on commençait à voir la Terre dans le champ de notre caméra. Et après un an, on avait toute la Terre dans notre caméra. Et là d'ailleurs, on regardait l'Amérique du Sud avec la Guyane française, où il y a la base de lancement de Kourou, où nous avions lancé ce matin. Donc voilà, résumé. Là, j'ai mis cette vue de l'Europe. Là, c'est là où je travaille. C'est ESTEC, c'est le centre de recherche et de technologie spatiale de l'Agence spatiale européenne. C'est là où je travaille, aux Pays-Bas, un très beau pays. Il fait moins chaud, hein, j'ai pu vérifier ça. Et qui d'entre vous a visité déjà les Pays-Bas? Vous êtes déjà allé aux Pays-Bas? Ok, vous aimez les Pays-Bas? La prochaine fois que vous venez me rendre visite, je vous montrerai mon centre ESTEC, n'est-ce pas? Donc vous pouvez demander mes coordonnées à mes amis de l'Observatoire du Pic des Fées. Alors j'ai mis aussi un ensemble de lettres, là vous reconnaissez, c'est des sites où nous avons eu des événements là cette semaine, donc à Salon de Provence, à Marseille, et donc à Hyères et à Nice. Vous reconnaissez ici, voilà. Et donc voilà ce qui résume notre premier voyage vers la Lune avec notre bébé robotique il y a plus de 10 ans maintenant. Mais maintenant, il faut penser au futur. Alors que se passe-t-il maintenant? Il y a d'autres missions qui sont en cours de préparation. Alors, attendez, voilà. Nous les préparons. Mais avant cela, nous analysons les données que nous avons obtenues avec les missions précédentes. Et en particulier avec ces missions, nous pouvons d'une part faire de la science, faire des découvertes, mais aussi préparer les missions suivantes. En termes de science, pourquoi étudier la Lune? La Lune vous permet par exemple d'étudier les processus qui fonctionnent sur les planètes de type terrestre. En particulier, vous avez des processus tectoniques. Les planètes sont très chaudes au départ, elles se refroidissent, et en se refroidissant, elles se contractent et elles forment des rides. Et on peut observer ces rides, ces failles tectoniques, et à partir de cela,
étudier la structure interne et l'évolution de ces planètes. Mais elles sont aussi transformées de l'extérieur à la suite d'impacts, d'impacts d'astéroïdes ou d'objets. Et bon, je pense que vous aurez des conférences pendant cet été d'experts d'astéroïdes. L'un d'entre eux, Pierre Vernazza, viendra le 13 juillet pour une soirée où vous pourrez aussi voir la Lune très bien. Certainement, il va vous parler de comment ces astéroïdes impactent la Lune et créer ces cratères d'impact que l'on peut analyser. Mais aussi, on peut compter tous ces impacts et à partir de cela, établir la chronologie de l'histoire du bombardement de la Lune, même l'histoire du bombardement de la Terre, du système solaire. Et même à la surface de la Lune, on peut établir les différences d'âge de ces surfaces. La surface est aussi affectée par des phénomènes volcaniques. Donc, il y a du magma qui est souterrain qui parfois donc inonde les plaines ou des cratères de Lune. Et ceci a eu lieu il y a 3 milliards d'années, mais aussi assez récemment, jusqu'à 1 milliard d'années. Nous avons étudié aussi dans les pôles des régions qui sont très froides, qui parfois contiennent des volatiles, des glaces et aussi des propriétés assez spéciales. Et nous avons même créé un impact artificiel où à la fin de notre mission, notre satellite est venu pour se poser à grande vitesse, a rebondi sur la surface de la Lune. Et nous avons même pu l'observer à partir d'un télescope, d'un observatoire. Et nous avons pu voir donc le flash de l'impact ainsi que les débris projetés à quelques dizaines de kilomètres de l'impact. Autre découverte que nous avions fait avec ce Martin, nous avons fait pour la première fois des images des régions polaires. Et en fait, si vous voulez voyager vers la Lune, voici les cartes que vous pouvez emmener avec vous. C'est les cartes du routard. Et à partir de cela, voilà des endroits. Ici, c'est le pôle sud. Il y a des régions très intéressantes, un grand cratère d'impact où nous avons découvert de la glace. Et nous avons même découvert à proximité du pôle de la Lune un pic. C'est pas le pic des fées, c'est le pic de la lumière éternelle. C'est un pic à partir duquel le soleil est toujours au-dessus de l'horizon. Et donc, si vous voulez avoir de l'énergie solaire, c'est là où il faut aller, sur ce petit pic un peu au-dessus du reste. Et de là, vous pouvez avoir de l'énergie solaire pour toujours. Et c'est d'ailleurs un endroit où il y a une course maintenant pour aller se poser là-bas, sur ce pic de lumière, qui ne mesure que quelques kilomètres de taille. Et là, le pas suivant, ça sera de se poser là-bas et puis d'établir, avoir des expériences et de construire une sorte de tour solaire qui pourra alimenter les amis avec l'électricité que l'on produit. Alors de fait, vous savez peut-être que les pays, tous les pays ont signé un traité qui s'appelle le traité du droit de l'espace, qui dit on ne peut pas s'approprier une région sur la Lune. Qui veut acheter un certificat de propriété sur la Lune? Personne ici? Oh là, j'en avais ramené quelques-uns, mais bon, je crois que je vais pas faire beaucoup d'affaires ce soir, parce qu'en fait, ils n'ont aucune valeur. C'est très beau, vous pouvez mettre ça sur votre cheminée, c'est bien, et ça permet d'en parler, mais ça vous donne aucun droit. Parce qu'il n'y a pas de droit de propriété sur la Lune. Et c'est au départ les pays qui avaient décidé que pour préserver en fait la paix sur Terre, il valait mieux ne pas militariser la Lune, ne pas avoir d'armes de destruction massive et de ne pas avoir de droit de propriété sur la Lune. Ça a évité des conflits de territoire. Et donc, personne ne peut posséder la Lune. Mais si vous posez un endroit, vous avez le droit d'utiliser ce qui est autour et personne ne peut interférer avec vos activités. Donc, de fait, le premier qui va arriver sur ce pic de lumière éternelle aura vraiment un sacré privilège. Et donc, avec votre aide, nous aimerions bien arriver là avant les autres. Et donc là, nous travaillons sur des projets justement pour atterrir là-bas. Alors c'est tout petit, c'est 1 kilomètre, il ne faut pas le rater. Parce que si vous ratez ce site, vous pouvez retrouver ici, dans un endroit où il fait toujours noir, toujours sombre, et il fait moins 200 degrés Celsius. Donc il faut avoir des technologies d'alunissage de précision, et nous travaillons là-dessus à l'Agence spatiale européenne. Alors on va continuer, hop, ici. Donc, en résumé, la Lune
c'est une partie de la Terre, c'est notre continent. Elle a été formée donc à partir de l'impact de la jeune Terre, quand la Terre avait simplement 50 millions d'années. 50 millions d'années, c'est 1% de l'âge de la Terre à maintenant, donc elle était vraiment très jeune. Et lors de cet impact, un mélange de matériaux entre l'impacteur, qui était peut-être un embryon de planète de la taille de Mars, a formé un anneau autour de la Terre, puis ça s'est recondensé pour former la Lune. Et là, vous voyez, la Lune était très proche de la Terre à cette époque. Ah, peut-être que quelques rayons terrestres, simplement. Et quand elle est si proche, ça a eu un effet dramatique sur la Terre. De fait. D'une part, l'impact, c'était un choc énorme. L'impact a aussi injecté une partie du noyau de l'impacteur à l'intérieur. Et puis, il y avait des effets de marée énormes. Les effets de marée sont la puissance 5 de la distance. Donc, si vous avez quelque chose qui est 10 fois plus proche de la Terre, l'effet de marée est 100 000 fois plus important. Alors, vous voyez, les marées ici, elles ont un petit effet. Hein. Bon, Méditerranée, pas trop, ben, c'est un mètre hein, peut-être. Mais imaginez une marée 10 000 fois plus grande. Ça ferait une marée de 10 km, ça ferait beaucoup. Hein. C'était le cas quand la Lune était très proche de la Terre. Et cette marée affectait aussi le manteau terrestre, a maintenu un océan de magma autour de la Terre. Donc on a regardé tous ces aspects. Donc la Lune, c'est vraiment c'est une partie de la Terre, mais aussi elle nous informe sur ce qui s'est passé tout au début de l'évolution du système Terre-Lune, et aussi comment fonctionnent les planètes. Et elle a un environnement très spécial. C'est le vide au-dessus de la Lune, donc c'est des conditions quand même assez extrêmes en termes de température aussi, en termes de vide. Donc, après, nous on parlait de ce Martin qui a ouvert sa aventure. C'est la première mission lunaire du millénaire. Et là, nous étions la chance d'être, à cette époque, l'Europe était vraiment le leader. Nous étions les seuls autour de la Lune. Et en 2003-2006. Mais nous avons partagé les données de ce Martin avec la communauté internationale, scientifique, technique, les écoles, tout le monde a vraiment été très inspiré par la Lune. Et je suis trop content aussi. Vous êtes là aujourd'hui, donc ça montre que voilà, tous les citoyens s'y intéressent. Et, mais très vite, d'autres pays avaient commencé à construire des missions. La Chine, par exemple, a construit 2 missions en orbite autour de la Lune. Là, par exemple, la première carte de la température de la Lune sur la face visible, sur la face cachée. Les Chinois aussi ont développé une mission. Donc, SMART-1, c'est une petite mission, s'appelle SMART, donc à peu près 400 kilos, la taille d'une voiture SMART. Les Chinois, les Japonais ont développé une mission de 2 tonnes, donc la taille d'une Lexus. C'était plutôt japonais. La voiture vraiment de luxe sur laquelle il y avait une dizaine d'instruments très élaborés. Et puis les Indiens aussi ont construit une mission sur laquelle nous avons mis 3 instruments européens. Et cette mission a par exemple confirmé et vraiment découvert l'existence de glace, d'eau sur les pôles de la Lune. Alors voilà des exemples de certaines découvertes faites par exemple avec la mission japonaise. Vous avez tous déjà vu la Lune à travers des jumelles? Oui. Télescope? Ah, il faut vraiment regarder à travers des jumelles et télescopes. C'est une super planète. Et bon, mais vous reconnaîtrez ici, ben, ça c'est une vue. Quand vous regardez la Lune, il y a on voit on voit des zones sombres. Hein, ce sont ce qu'on appelle des marées. Ce sont en fait des bassins d'impact géants qui ont été après remplis de lave. Et ces laves ont été déposées de façon plus récente. Elles sont assez sombres et il y a eu moins de cratères. Et certaines de ces laves qui ont rempli ces bassins d'impact représentent une couche de quelques kilomètres avec un excès de masse. Et donc quand vous faites une carte de la gravité de la Lune, vous voyez donc ces excès de masse. On appelle ça des mascons. Et on voit sur la face visible, très clairement, ces excès de masse. Sur la face cachée, vous voyez quelque chose de complètement différent. Ces excès de masse sont un peu compensés en fait par la couche supérieure au-dessus du manteau de la Lune. Ça, c'est un grand mystère. Il y a une grande différence entre la face visible et la face cachée de la Lune.
Autre découverte récente, celle donc avec ces sondes indiennes sur laquelle nous avions des instruments. Ici, voilà, et on prend attention de la quantité de un composé de l'eau qui est présent au pôle de la Lune et en fait, qui est déposé en partie par le vent solaire qui interagit avec les roches. Mais cette partie change avec le temps, avec l'illumination. Donc c'est comme si la Lune respirait, enfin, avait une sorte de couche, mais vraiment très, très fine, de moins d'un millimètre, qui change à sa surface au niveau des pôles. Alors, les Américains aussi ont eu un certain nombre de sondes qui ont mesuré la Lune avec haute résolution, des belles images, même des radars, et aussi ils mesurent l'environnement de particules autour de la Lune. Donc, vous voyez, de fait, où est-ce que nous en sommes dans l'exploration de la Lune? Nous avons fait une première série de missions, une sorte de flottille en orbite autour de la Lune. On appelle ça les précurseurs. Ils ont fait des images et nous avons découvert vraiment un nouveau visage de la Lune. Grâce à ces images globales, donc aussi la face cachée, la face visible, des pôles, comme nous avons exploré avec Martin. Et ceci nous a permis d'aller plus loin que ce que nous connaissions depuis l'époque d'Apollo ou du retour d'échantillons, il y a 50 ans. Et là, vous aurez donc une conférence, ce sera le 21 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet 1969? Vous avez une idée? Hein? Eh oui, les premiers pas sur la Lune. Oh, bah, je croyais que c'était en 1954. C'est pas 1954? Ça, c'était Tintin. Tintin sur la Lune. En fait, c'était en 1954. Et en fait, je dois dire, quand mes collègues américains me disent « Oh là là, c'est ce qui a changé ma carrière, les premiers pas d'Apollo sur la Lune », moi, bon, j'étais tout petit, et ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'était surtout les bandes dessinées de Tintin sur la Lune. Je crois que c'est ça qui a vraiment déclenché mon intérêt pour la Lune. Et bon, je vous recommande à relire Tintin. Mais c'est vrai que, bon, 50 ans après, donc vous allez avoir une conférence là-dessus le 21 juillet. C'est une belle aventure, Apollo, cette compétition entre les Américains et les Soviétiques, et qui a aussi permis de ramener des échantillons qui nous ont appris beaucoup de choses sur justement cette filiation entre la Lune et la Terre. Mais nous n'avions des échantillons que de quelques endroits sur la Lune. Maintenant, grâce à ces missions précurseurs, nous avons des cartes donc de la minéralogie, une carte aussi de l'épaisseur de la croûte, du relief, etc. Mais le pas suivant, qu'est-ce que ce sera? Ce sera d'être à la surface de la Lune. Donc ce sera un village robotique où vous aurez des alunisseurs, des rovers, des activités avec des robots pilotés depuis la Terre. Et là, je vois quelques jeunes là. Qui est-ce qui aime les jeux vidéo? Hein, personne, même les moins jeunes. Hein. Et ben voilà, j'ai du travail pour vous, parce qu'on va envoyer beaucoup des rovers, et là, il faudra être bon sur le joystick ou sur les autres pour piloter ces rovers depuis la Terre. Alors, petite difficulté, il faut les piloter à distance. Et il y a un petit délai, un petit retard. Hein, donc, c'est 1 seconde, 3 le temps de propagation de la lumière jusqu'à la Lune. Donc, il faudra piloter avec quelques secondes d'avance. Donc, je vous recommande de vous entraîner, parce que bientôt, on va avoir besoin de pilotes de rovers sur la Lune. Et voilà, ce village robotique, en fait, il a commencé. Je vais vous montrer quelques images. Et voilà, en fait, ça, c'est une sorte de feuille de route de l'installation de l'humanité sur la Lune. On commençait avec ces précurseurs, et on a des cartes, on sait où nous allons aller, via la science de la Lune. Nous aurons ce village robotique, mais avec ces robots, nous allons aussi commencer à déployer des infrastructures plus grandes. Nous allons, par exemple, déployer des habitats, des systèmes de collecte de l'énergie, de faire pousser de la nourriture, enfin des plantes. Et quand les humains vont revenir, eh bien, il y aura déjà des habitats installés, fiables. Après, nous aurons une sorte de base avancée où les humains pourront s'installer, et de façon permanente, mais cette fois durable. Hein, ça ne sera pas comme les Américains, ils sont venus là-bas, oh, on va passer quelques heures, planter un drapeau, ramener des échantillons, et on va oublier tout cela. Non, maintenant nous allons y aller
de façon durable pour que l'humanité y déploie, par exemple, fasse de la science, mais aussi déploie des services, des activités qui vont servir à tous, à nous tous du village lunaire. Donc c'est ça l'idée. Alors, comment s'y préparer? Ben, chacun peut s'y préparer à sa manière. Donc, tu vois, il y a un grand corps, tous les corps de métier vont être mis à contribution, puisque la Lune, c'est un continent. Sur un continent, on a besoin de tous. Mais on commence déjà à faire quelques préparations. Par exemple, ici, c'est avec des étudiants, donc des ingénieurs, des scientifiques. Il y avait même un designer. Nous avons construit un robot, un lander, un alunisseur, aussi avec une compagnie commerciale qui faisait la course à la Lune. Donc, on a construit cet alunisseur. Puis donc, nous avons piloté comment ouvrir les portes, déployer des rovers, mettre des caméras, etc. Et là, il y a tout un nombre de projets sur lesquels des étudiants, des chercheurs ou même des amateurs pourraient contribuer. D'ailleurs, en termes d'amateurs, nous avions même mis un télescope. Voilà, c'est un hommage à mes collègues du Pic des Fées, vous voyez? Vous avez un très beau télescope ici. Eh bien, d'ici quelques années, on pourrait installer un télescope, un télescope à la surface de la Lune. Et ce télescope, on pourra observer la Terre. La Terre est magnifique depuis la Lune. Vous avez une idée de à quoi ressemble la Terre depuis la Lune? D'une part, elle est 4 fois plus grosse que la Lune. Donc on la verra bien. Et puis, elle change tout le temps. Parce qu'évidemment, la Lune, elle change grâce aux phases d'illumination. On voit des détails. Mais la Terre tourne. Hein, donc, en combien de temps tourne la Terre? 23h56, hein, voilà. Et elle tourne sur elle-même. On voit passer les continents, on voit les nuages, on voit les précipitations. Ça sera un superbe endroit. Alors moi, je vous dis, dans 20 ans, je vais prendre ma retraite sur la Lune. Ah, et je vais m'installer, je pense sur la face visible. Comme ça, je pourrais voir la Terre. Ou peut-être au pôle. Au pôle de la Lune, c'est la face visible d'ailleurs. C'est vrai que depuis les pôles de la Lune, on voit la Terre 15 jours. Elle est 15 jours au-dessus de l'horizon. Et puis 15 jours, elle est au-dessous de l'horizon. Donc pendant 15 jours, je regardais la Terre, voilà, ça c'est super. Et les autres 15 jours, je dirais, oh là là, la Terre me manque. Ouais. Mais donc, dans 20 ans, on prend rendez-vous. Hein, je vais m'installer sur la Lune. Et je vous invite à me rendre visite. Hein, donc, prenez un jour de congé. Hein, demandez à votre employeur, prenez un jour de congé. Alors, à votre employeur, faut pas lui dire qu'un jour sur la Lune, ça dure un mois. Hein. Vous comptez seulement un jour sur la Lune. Ouais. Et vous venez me rendre visite. Voilà. Et de là-bas, j'aurai un télescope, bien sûr. Alors, il y aura certainement un télescope, on aura une coupole du Pic des Fées qu'on va installer sur la Lune. Et on regardera la Terre, on regardera le ciel. Et d'ailleurs, maintenant, il y a un télescope sur la Lune, sur un alunisseur chinois qui regarde la Terre, qui regarde les étoiles dans l'ultraviolet. Donc, on va faire. Et là, nous avons d'ailleurs testé ce télescope sur cet alunisseur et nous l'avons aussi contrôlé à distance. Voilà, c'est un petit habitat où donc un de mes étudiants, collaborateurs avait développé un système de contrôle à distance. Bon, c'était il y a 10 ans déjà, mais maintenant vous avez un système bien plus perfectionné ici au Pic des Fées. Donc on pourra installer. Oh, qui sait, en essayant d'avoir un télescope dans les prochaines années, on pourra essayer de le piloter depuis ici, comme vous pilotez le 500 mm. Voilà. Donc, aussi, ce que nous testons, c'est la coopération entre les robots. Donc voilà, ici vous avez ce alunisseur, on déploie 2 rovers, ils travaillent entre eux, ils travaillent avec l'alunisseur, j'ai une caméra ici, je les surveille, et voilà, ça fait une petite famille qui travaille ensemble, mais pilotée depuis la Terre. Hein. Et donc, là, il y a des choses assez sympas que l'on peut faire avec un ensemble de robots déjà sur la surface de la Lune. Alors, ça, c'était mon travail avec mes étudiants, mais il y a aussi d'autres groupes très avancés en Europe. Par exemple, ici, c'est le groupe de DLR. DLR, c'est l'agence aérospatiale allemande qui avait installé, donc, pratiquement sur la Lune,
un alunisseur de 3 mètres de haut, 2 rovers de 1 mètre, des rovers, mais vraiment très intelligents. Ils sont capables de, on leur dit, voilà, explorer cette région. Ils sont capables d'aller quadriller la région, chercher des échantillons. Ils sont très intelligents, ils travaillent ensemble. Et même, ils sont capables d'aller chercher des instruments qui sont sur l'alunisseur, les entreposer à la surface. Ils déploient là, un système avec des caméras, un séismomètre. Et bon, par exemple, nous avons mené cette campagne sur l'Etna, qui est un bon analogue de la Lune, dans cette partie de l'Etna qui est couverte de cendres, et qui, donc, le volcanisme est très proche de celui que l'on voit sur la Lune. Là, vous voyez, donc, c'est des images réelles, hein, prises par ce robot qui déployait des instruments. Nous avons une autre campagne prévue pour l'année prochaine. Voilà. Ouais, les instruments, on les met en boîte, et avec des interfaces assez standards, ce qui permettra aussi de mettre des instruments différents produits par la communauté. Qui aimerait envoyer une petite expérience sur la Lune? Est-ce que vous avez des idées? Si vous envoyiez quelque chose sur la Lune, qu'est-ce que vous voudriez envoyer? Une caméra? Un rover? Peut-être des souvenirs? Eh bien, on travaille sur ces divers projets, sur la possibilité donc de déployer, grâce à des robots, hein, donc certaines expériences. Là, voilà, une nouvelle génération de robots qui peuvent aller sur des surfaces difficiles, ou des robots qui marchent. On a des robots humanoïdes. Ça serait un moyen de mettre un Européen sur la surface de la Lune assez vite. On pourrait mettre un humanoïde européen. D'ailleurs, nous avons travaillé sur cet humanoïde qui sait maintenant parler avec des humains. Nous avions une campagne où cet humanoïde, Justin, parlait avec un astronaute à distance. On pouvait même serrer la main de l'astronaute ou du robot. Et avec des nouvelles techniques, on peut même sentir la poignée de main de l'astronaute. Mais la robotique se développe tellement qu'il va y avoir des projets, des progrès énormes. Par exemple, ici, c'est une robotique, on a un bras qui serait capable, installé sur un satellite, de remplir les citernes d'un satellite qui est à court de carburant. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait même utiliser, puisqu'on a découvert de la glace d'eau sur la Lune. On pourrait faire des stations-service avec des réserves d'hydrogène et d'oxygène qui pourraient servir à lancer des sondes dans le système solaire, mais aussi à prolonger la durée de vie des satellites d'application. Même plus loin, on pourra utiliser certains de ces robots pour faire des opérations chirurgicales à la surface de la Lune. Et ça, nous l'avons déjà testé. Alors, à notre échelle, hein, aussi avec des étudiants que j'ai à l'Université d'Amsterdam, nous préparons certaines expériences que nous voudrions envoyer sur la surface de la Lune. Alors, par exemple, il y a un petit télescope qui peut observer le Soleil, comme ici, pour observer dans une longueur d'onde, hein, qui s'appelle H-alpha, où vous pouvez mesurer l'hydrogène qui vient du Soleil, et en particulier voir s'il y a des éruptions, des éjections de masse. Et ça, les astronautes aiment bien avoir à proximité un petit télescope solaire où ils peuvent voir est-ce qu'il y a un orage qui va venir envoyer des particules dans quelques jours. Donc ça, ils sont très contents d'avoir un télescope solaire. Ici, nous avons un gros télescope qui est utilisé, par exemple, pour surveiller les opérations d'un rover à distance. Vous envoyez votre rover à 1 kilomètre et vous pouvez surveiller, et vous pouvez avoir un géologue qui peut donner l'instruction au rover quel échantillon prendre ou que faire. De fait, ce village robotique lunaire a déjà commencé. Puisqu'il y a 5 ans, les Chinois, en décembre 2013, ont déployé un alunisseur et un rover. Le rover s'appelle Yutu. Qui est-ce qui parle chinois ici? Que veut dire Yutu? Yutu, c'est un lapin de jade. Parce que les Chinois, quand ils regardent la Lune, ils voient un lapin dedans. Et donc, ils ont donné donc, le nom Yutu, alors rover. Et leur mission, ils l'ont appelé Chang'e. Chang'e, c'est une princesse qui est allée vers la Lune et qui est restée. Quand vous regardez la Lune, vous pouvez voir la princesse. Donc, cette mission s'appelle Chang'e 3, donc en 2013.
Elle a déployé ce rover. Et voilà ici, l'alunisseur, il fait 3 mètres de haut. Il y a un télescope qui regarde le ciel, et puis il y a donc ici les pieds, tout. Et vous reconnaissez le drapeau du pays qui les a lancés. Mais alors, les Chinois ont de nouveau lancé une autre sonde. Ils l'ont lancée l'an dernier. Elle est arrivée en janvier cette année, 3 janvier, mais en agissant sur la face cachée de la Lune. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes posés en douceur sur la face cachée de la Lune. Et ils ont même, ils avaient un rover aussi, ils ont analysé les roches sur la face cachée de la Lune. Mais depuis ces années, il y a aussi une autre sonde, une sonde israélienne, qui s'appelle Bereshet. Bon, ça veut dire Genèse en hébreu, qui s'est posée en avril. Est-ce que vous avez entendu parler de Bereshet? Bon, c'est la première sonde commerciale qui a touché la surface de la Lune. Alors malheureusement, il y a une petite anomalie juste 1 minute avant l'alunissage, et donc en fait ils ont aluni à très grande vitesse. Au lieu d'alunir en douceur, ils ont accéléré, donc ils sont un peu écrasés à la surface, mais quand même ils ont fait un très beau travail et ils vont relancer cette mission. Une autre sonde qui est en préparation en Europe, avec un groupe qui s'appelle Part-Time Scientists, des scientifiques à temps partiel. Donc c'était un ensemble d'amateurs qui aimaient l'astronomie et l'exploration, qui ont dit nous allons participer à cette compétition qui avait été organisée par Google. Cette compétition, Google Lunar X Prize, c'était une compétition où, si vous êtes arrivé à l'unir, envoyez une vidéo vers la Terre, bougez 500 mètres, envoyez une autre vidéo, vous avez 20 millions. Et il y avait plus de 20 équipes qui sont mises dans la compétition. Et voilà, c'était une de ces équipes. Mais de fait, ils se sont rendus compte que cette mission, ça leur coûtait 80 millions à développer. Mais bon, le prix, ça les a aidés à commencer et ça a lancé tout le monde. Et de fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient développer tout un système de commercial, comme la poste lunaire. Vous envoyez un paquet poste vers la Lune. Et il y a toute une série de clients qui sont capables, ils sont prêts à payer le prix d'envoi de paquets vers la Lune. Et pour l'instant, vous connaissez le prix, c'est typiquement 1 million de dollars par kilo. C'est un peu cher du paquet. Pour la fête des pères, pensez préparez vos paquets. Mais alors, donc quel est le secret? C'est d'envoyer des paquets tout petits. Et donc miniaturiser un petit peu, donc peut-être une carte mais c'est le prix actuel, mais dans le futur ça pourrait être bien moindre. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un certain nombre de clients pour ce système de livraison de paquets sur la Lune. Et ils ont aussi des sponsors. Un sponsor qui construit le rover, c'est un rover quadro, et c'est Audi qui les finance. Ils ont mis 50 ingénieurs pour construire le robot. Aussi un sponsor sur le système de Internet, de 5G sur la Lune, c'est Vodafone. Red Bull aussi les sponsorise. Et donc, dès l'année prochaine, ils proposent d'envoyer certains paquets. Certains sont des scientifiques, des expériences scientifiques, des expériences techniques. Nous avons aussi un petit projet avec eux. Nous voulons envoyer une galerie d'art vers la Lune. Vous avez et c'est une galerie d'art ou d'artefacts. Donc, si vous êtes intéressé à envoyer quelque chose par la Lune, moi, j'aimerais bien avoir une entrée de la communauté de hier ou des amis des Pics des Fées. On va vous réserver un petit, un espace. Mais 1 million d'euros par kilo, ça fait beaucoup. Alors, notre solution, je vais vous dire, on a trouvé une astuce, c'est notre galerie d'art. Il y aura 100 œuvres d'art, mais ça va tenir dans un carré de 10 cm. Chaque œuvre d'art aura un cube de 1 cm, comme un dé. Donc, essayez de concevoir une œuvre d'art que vous pouvez miniaturiser et je peux vous l'envoyer dans 2 ans. Donc voilà le défi. Pour savoir des Pics des Fées, vous saviez, on aimerait bien avoir une entrée de vous et on peut vous l'envoyer sur la Lune. Et
nous travaillons en fait avec cette compagnie pour l'envoyer. Et nous avons aussi des sponsors là-dessus. Et en fait, nous utilisons une solution, enfin des expériences que nous avions développées auparavant. Voilà, c'est une expérience que j'ai envoyée dans l'espace. Bon, c'était en 2005. C'est un plateau aussi, donc un petit plateau dans lequel il y avait des échantillons, échantillons de matériaux, échantillons vivants, que nous avons envoyés dans l'espace, dans une sorte de marmite qui était placée sur une capsule qui est restée 3 semaines dans l'espace. Là, vous voyez la marmite, elle est fermée, le couvercle est fermé. Donc, nous l'envoyons dans l'espace, nous ouvrons le couvercle, il y a des échantillons qui sont exposés au soleil, au vide, puis nous refermons le couvercle et la capsule rentre dans l'atmosphère terrestre. Donc, vous voyez ici, elle se brûle. Et après, nous avons pu récupérer les échantillons. Et là, nous avons pu découvrir que certains organismes vivants, placés dans l'espace, dans l'ultraviolet, dans le vide, peuvent survivre. Par exemple, il y a des champignons, il y a des bactéries, des cyanobactéries. Il y a un petit organisme qui s'appelle tardigrade. Alors, vous connaissez ça? En français, c'est quoi? C'est un ourson d'eau. C'est un petit ours de 1 mm de taille. Ouais. Et bon, qui est un organisme vraiment très primaire, mais très extrême, très spécial. Vous l'asséchez, il reste que la peau, il ne bouge pas. Vous le remettez dans l'eau et il se remet à nager. Nous l'avons mis dans l'espace pendant 3 semaines, puis après une autre expérience pendant 1 an aussi. Il s'est complètement asséché et de retour, il vivait encore. Donc il y a certains organismes sur Terre qui sont vraiment extrêmement solides et donc nous les avons mis dans l'espace et le pas suivant, ça serait de voir, est-ce qu'ils peuvent survivre à la surface de la Lune? Alors voilà, là, donc nous prévoyons une expérience où nous allons mettre ensemble des expériences scientifiques, des échantillons, des graines aussi, des graines terrestres et qui après éventuellement pourront être plantées, et même des œuvres d'art. Voilà, donc ça vous avez vu déjà cette image. Alors nous avons même fait l'expérience, nous avons mis ces échantillons sur la Station spatiale internationale. Donc c'est un astronaute qui a pris ce plateau, l'a mis en dehors de la station, l'a laissé pendant 1 an et demi, et puis l'a ramené dans l'intérieur. Et puis nous avons pu récupérer les échantillons. Voilà, ça c'est l'astronaute qui a ramené les échantillons pour nous. Et vous voyez les échantillons tels qu'ils sont en dehors de la station, sur une plateforme. Et vous voyez la Terre derrière. Donc il y a des graines, il y a des échantillons de matière vivante. Et nous avons pu sélectionner déjà quelques espèces que nous pourrions emmener vers la Lune. Alors, on a parlé du village lunaire, donc ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Si vous regardez dans les prochaines années, vous avez chaque année plusieurs missions qui sont en route vers la Lune, plusieurs missions robotiques. Alors donc, il y a les commerciaux, il y a la Chine, ils vont ramener des échantillons, les États-Unis, la Corée, la Russie, l'ESA, etc. Mais même les humains. Nous préparons donc des missions où des humains vont aussi aller d'abord autour de la Lune. Alors ça sera en 2022, il y aura une grosse capsule, plus grosse que la capsule Apollo, qui va emmener 4 astronautes. Et cette capsule ne peut pas aller vers la Lune toute seule. Les Américains nous ont demandé à l'Europe de construire un véhicule qui les amène jusqu'à la Lune et les ramène sains et saufs vers la Terre. Et ceci sera lancé en 2022 avec 4 astronautes. Et j'espère qu'à son bord, il y aura un astronaute européen ou une européenne. Et en particulier, ça serait bien d'avoir une femme autour de la Lune. Vous savez combien de personnes sont allées déjà autour de la Lune? Dites-moi un chiffre. Ah, 20, c'est assez proche, ouais. 27. Bon, 20, 27 pour prendre la moyenne. 24. 24 humains sont allés autour de la Lune. Combien sont allés à la surface de la Lune? Non, c'est plus simple. 2 à la fois. Combien de missions Apollo ont réussi? 6. Alors là, on va faire un peu de mathématiques. Bravo, 12. 12 humains à la surface de la Lune. Pas d'équation, on m'a demandé. Et donc, combien de femmes?
Zéro. Zéro sur la surface, zéro autour de la Lune. Alors en 2019, on va tout changer. La moitié, ou au moins, seront des femmes. Hein, donc, et d'ailleurs, le vice-président américain a déclaré que maintenant, la priorité, ça sera de mettre la première femme, et une américaine, sur la surface de la Lune en 2024. Et le prochain homme. Et ceci accélère aussi beaucoup le programme d'exploration de la Lune. Alors, nous avons aussi à l'ESA développé une vision. Donc, après ce village robotique, nous aurons un poste avancé. Mais ce poste avancé, on ne va pas le faire à l'ancienne. Comme Apollo, ça sera un poste où nous allons, d'une part, viser d'être durable. Nous allons aussi utiliser les ressources lunaires. Et par exemple, là, c'est un concept où nous emmenons un module, bon, qui est sûr, et nous allons déployer des structures gonflables pour avoir plus d'espace et de façon à protéger les astronautes à l'intérieur et les équipements contre les radiations, contre les pluies de météorites, etc. Nous allons utiliser le sol lunaire lui-même, le sol lunaire ou même les glaces pour avoir une couche qui sera d'ailleurs imprimée avec une imprimante 3 dimensions sur un robot pour servir de protection. Voilà. Alors voilà, ici, il y a un grand nombre de défis. Hein. Il faut arriver à la surface de la Lune, il faut opérer, il faut communiquer avec la Terre. Les astronautes veulent survivre aussi, donc ça, on va quand même les laisser survivre. On aura des systèmes de soutien-vie, on va les nourrir. Ils veulent aussi bouger pour explorer, puisque c'est une Terre à explorer, tout un continent à explorer. Il y aura des humains, il y aura des robots. Aussi, on va exploiter les ressources du sol, les ressources de la glace, l'énergie solaire, le fait qu'il y ait un environnement de vide. Et ça, c'est les défis techniques, mais aussi dans notre vision du village lunaire, c'est un village qui doit servir à toute l'humanité. Donc, nous voulons engager des usagers, donc de tous les pays, mais aussi des industries qui sont des industries terrestres, des services, donc tout un ensemble d'usagers, et nous pensons que cela pourra être 80% du financement qui va être apporté par des industries ou des personnes privées qui vont investir dans ce village lunaire. Et donc, il y a, vous voyez, beaucoup de bénéfices au niveau exploration, science. On pourra même faire du tourisme, on pourra faire exploiter les ressources, tester des systèmes nouveaux, aussi utiliser la Lune non seulement comme un continent par lui-même, mais aussi comme pour bâtir une sorte d'aéroport spatial à partir duquel nous pourrons aller même plus loin que la Lune. Et en fait, donc, la vision, c'est d'avoir une plateforme aussi qui est libre, ouverte à tous, et c'est pour ça que nous l'appelons le village lunaire. Donc, nous avons aussi déjà fait des essais avec la NASA, à voir comment nous pouvons utiliser, adapter des modules qui avaient été construits sur la Station spatiale internationale et les mettre ensemble, et après bâtir, par exemple, ce poste avancé au départ. Alors aussi, il y a des possibilités de faire le travail, dans votre voisinage, nous avons travaillé avec des jeunes ingénieurs et nous avons construit un mini habitat lunaire sur Terre. Et là, voilà, ils sont dans un module où ce sont par exemple des jeunes de super-héros, des 4 jeunes, ils ont l'air d'être assez contents. Ils ont des commandes, ils peuvent contrôler des robots ou des télescopes qui sont dehors. Ils ont des microscopes, ils peuvent analyser des échantillons. Ils ont même une imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est très pratique quand vous êtes sur la Lune. Vous arrivez sur la Lune et j'ai oublié mon marteau. Ou j'ai oublié mon tournevis. Qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez sur la Terre et dire, est-ce que vous pouvez m'envoyer un marteau ou un tournevis? Oui, ça vous prendra 4 jours. Alors, une bonne solution, c'est de dire, non, je vais imprimer les vis qui me manquent ou l'outil qui me manque avec une imprimante 3D. Et on a développé des techniques. En utilisant le sol lunaire, on peut construire, par exemple, certains objets, même des briques pour construire. Voilà, donc. Alors là, bon, je voulais dire, c'était la Lune, mais en parallèle, nous avons un programme d'exploration de Mars, parce qu'il y a en fait des bonnes synergies dans l'exploration robotique. Donc là, je peux seulement vous indiquer qu'on a un certain nombre de missions
Nous avons fait Mars Express, il y a une mission ExoMars en orbite autour de Mars. Nous aurons un rover en 2020, les Américains en rover, les Chinois en rover. Donc il y a beaucoup d'exploration robotique de Mars. Oups. Et bon, Mars c'est aussi important à explorer, en particulier pour la question de savoir est-ce qu'il y a de la vie sur un autre monde? Est-ce que la vie est unique à la Terre? Est-ce qu'elle a pu se développer sur donc une autre planète? Parce que Mars, il y a 4 milliards d'années, avait des conditions où il y avait peut-être de l'eau à la surface, et donc des conditions d'habitabilité assez similaires à la Terre. Mais évidemment, Mars est aussi asséché, et l'eau éventuellement est allée en profondeur au cours du temps. Donc s'il y avait de la vie, peut-être que cette vie s'est retranchée en profondeur, on ne sait pas. Mais il est possible qu'il y ait de la vie de cette période, mais la seule façon de savoir est d'y aller. Et d'y aller in situ avec des robots bien stérilisés hein, pour ne pas apporter la vie terrestre et contaminer tout cela, mais aussi éventuellement ramener des échantillons pour en avoir le cœur net. En particulier, nous avons trouvé dans les pôles de la Lune des dépôts d'eau de plusieurs kilomètres. Il y a aussi des régions qui indiquent qu'il y avait des épisodes donc avec des fleuves, des lacs, et il y a de l'eau glacée en sous-surface. Donc nous avons une sonde hein, autour de Mars, une sonde qui est un orbiteur qui surveille des gaz dans l'atmosphère de Mars pour voir s'il y a des signes de vie en particulier. Mais aussi nous avions fait une expérience d'un atterrisseur martien qui s'est posé un peu bon, pas en douceur, en force à la surface de Mars. Et en 2020, nous aurons un rover qui va être lancé avec toute une suite d'instruments. Il y aura une caméra, bon, il y aura aussi un système de forage qui va aller à 2 mètres de profondeur pour essayer de détecter des échantillons de matière organique ou éventuellement peut-être vivante. Parce que la seule possibilité de survivre sur Mars, c'est d'aller dans le sous-sol pour être protégé des radiations. Donc s'il y a eu de la vie sur Mars, notre idée c'est d'aller un peu dans le sous-sol pour voir mesurer des échantillons qui auraient pu résister à des milliards d'années d'irradiation. Donc ceci doit être lancé en 2020. Et bon, évidemment, c'est très important de poursuivre l'exploration de robotique de Mars pour voir s'il y a eu de la vie ou comment a évolué Mars. Et peut-être qu'il est très important aussi d'avoir la réponse ou une réponse à cette question et de retourner des échantillons avant de décider d'envoyer des humains vers Mars. Puisqu'évidemment, on ne peut pas envoyer des humains en les stérilisant. Et les humains aussi transportent des milliers de types de microbes alors, qui pourraient, par exemple, envahir Mars. Et donc, il faut quand même faire les choses pas à pas. Alors, comment se préparer à l'exploration de la Lune et Mars sur Terre? Ça, c'est l'objet d'un programme que nous appelons EuroMoon Mars, que nous avons développé avec où nous essayons d'avoir des chercheurs, mais aussi des jeunes professionnels, des ingénieurs, des scientifiques, des explorateurs, et aussi des membres de la communauté des enthousiastes, des innovateurs, parfois des artistes, des humanistes. Et nous avons fait toute une série de campagnes où nous avons cherché Mars et la Lune sur Terre. Alors, vous voyez, par exemple, ici, c'est une image, voilà. Une image de Mars que nous avons obtenue avec notre sonde Mars Express. Caméra, vous voyez ici des falaises, des dépôts de minéraux, des couches qui ont été déposées par des épisodes où il y avait de l'eau. Et nous avons trouvé l'équivalent sur Terre. Ici, c'est dans le désert de l'Utah. Vous avez aussi certains restes d'une activité fluviale et lacustrine dans ce désert aux États-Unis. Et qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous envoyons des équipages vivre pendant 15 jours comme s'ils étaient sur Mars ou sur la Lune. Et ça, c'est le programme EuroMoon Mars. Donc, ces équipages, je les enferme pendant 15 jours dans ce cylindre où ils vivent. Et là, c'était avant qu'ils entrent, mais une fois qu'ils sont entrés dedans, ils ne peuvent pas ressortir
sans avoir un costume d'astronaute, un scaphandre, comme s'ils étaient sur Mars, sur la Lune, pour pouvoir survivre. Et là, ils font des recherches sur le terrain, ils valident des instruments, ils regardent aussi comment améliorer l'habitat, le système aussi d'énergie, d'eau, de recyclage, production de nourriture, et ils regardent comment travailler ensemble, comment ils utilisent leur temps, comment voilà, ils restent en harmonie. Et aussi, nous avons une diététicienne dans la salle, hein, bien sûr. Johanna, c'est là. Voilà, elle est là-bas. Et nous avons besoin de volontaires, parce qu'en particulier, nous avons toute une étude où nous utilisons donc de la nourriture spatiale. Essentiellement, c'est de la poudre, des poudres, divers ingrédients. Et donc, et sur Mars et sur la Terre, on mélange ça avec de l'eau et avec beaucoup de créativité pour le rendre nutritif, mais aussi le rendre agréable. Et bon, donc, vous voyez, c'est un domaine, ces simulations de la Lune et de Mars, qui pourraient être ouverts à tous. Et d'ailleurs, nous cherchons des volontaires pour nos prochaines campagnes, aussi bien dans l'Utah, mais aussi pour d'autres sites. Nous avons par exemple des campagnes qui sont préparées pour Hawaï, je vous en parlerai plus tard, et pour d'autres sites aussi en Europe. C'est aussi un endroit où on peut apprendre les techniques, la science, etc. Et on doit communiquer. Il y a un grand intérêt de tous nos collègues pour cela. Donc, on emmène des instruments, on peut analyser des échantillons avec des techniques diverses. On peut chercher des microbes aussi. Là, vous avez un exemple de bactéries qui mangent les roches et que l'on peut découvrir dans le désert de l'Utah. Et après, vous pouvez avoir des sorties extravéhiculaires. Là, vous mettez votre costume de façon à survivre. Et puis, on déploie des instruments divers, des radars. On a des rovers aussi que l'on envoie en précurseur où on prend des échantillons souterrains. Et aussi, alors d'ailleurs, j'ai travaillé aussi avec des groupes, même avec l'école de l'air, les cadets de l'école de l'air. Alors, tous les ans, j'avais 3 cadets que je mélangeais avec 3 scientifiques et je les faisais travailler ensemble pour apprendre comment travailler dans une équipe et explorer. Et donc, il y a tout un aspect aussi de facteur humain, comment travailler dans un milieu isolé, confiné, international. Alors, plus près de nous, nous avons aussi fait des campagnes dans des sites volcaniques. Alors, près de chez moi, aux Pays-Bas, il y a un volcan qui a explosé il y a quelques temps, il y a 10 000 ans, hein, c'était tout récent, et qui, donc nous l'avons exploré avec des astronautes, avec 7 alunisseurs et avec des robots. Nous faisons aussi des essais sur comment nous préparer à marcher à la surface de la Lune. Vous avez déjà vu des vidéos, et je pense que vous auriez une présentation là-dessus. Et souvent, ils perdent leur équilibre, les astronautes, parce qu'il n'y a qu'un sixième de gravité. Donc, il va falloir nous entraîner à marcher sur la Lune. Donc, vous savez, il y a plusieurs façons de marcher. Il y a le bond, puis quand on perd l'équilibre, il y a le saut de kangourou, ça c'est très bien. Donc, je vous conseille de vous entraîner à marcher sur la Lune. Il y a aussi le moonwalk de Michael Jackson, ça il faut aussi préparer. Alors, se préparer aussi, où est-ce que nous allons aller sur la Lune? Alors, les pôles, moi ça m'intéresse beaucoup, parce que sur les pôles, il y a des glaces à proximité, il y a ce pic de lumière éternelle, on peut voir la Lune, on peut voir la Terre, on peut aussi s'isoler, mais il y a aussi d'autres endroits, ce sont des tubes de lave énormes, et avec des entrées comme celle-ci, 50 mètres d'entrée, dans une galerie qui fait des dizaines de kilomètres. Et là, nous pourrions même construire des villes dans le sous-sol lunaire. Protéger des radiations, protéger des pluies de météorites, et même dans des conditions de température similaires à celles qui seraient confortables pour nous. Des villes comme nous avons sur Terre, des villes souterraines. Est-ce que vous connaissez? Il y a des collègues qui me disent, oh, Montréal, très bien. Mais il y a aussi d'autres villes, on dit, oh, la Lune, on peut pas y aller, c'est un désert, c'est extrême. Il y a une ville dans le désert, Las Vegas. Est-ce que vous êtes déjà allé à Las Vegas? Il fait très chaud, il n'y a pas d'eau, mais ils sont capables de vivre là-bas. Pas de façon très durable, hein, là, mais ils vivent beaucoup aussi en souterrain. Donc, ils ont des plafonds peints, c'est magnifique. On pourrait certainement installer, peut-être pas à Las Vegas, mais l'équivalent, une
dans ces grandes grottes lunaires. Alors nous avons même exploré des grottes, ça c'est à l'île de la Réunion, hein, c'est l'entrée de tubes de lave. Aussi ça c'est à Eiffel, c'est une grande grotte. Nous avons testé ceci avec des astronautes, avec des rovers. Certaines de ces grottes aussi contiennent des dépôts de glace. Et ça, nous avons exploré. Là, par exemple, c'est le cas d'un astronaute qui va chercher de la vie dans ces glaces, dans le sous-sol lunaire ou dans le sous-sol martien. Nous avons fait tester ce protocole où nous avions stérilisé tout autour de l'astronaute, hein. Pas l'astronaute lui-même, mais au moins son équipement. Il a une mallette aussi, stérilisée, et il prend des échantillons de cette glace et il peut les prélever. On a fait après l'analyse de l'ADN pour voir quel type de microbiologie il y avait là-bas. Un peu en préparation à une exploration lunaire ou martienne. Donc voilà, le voyage au travail, il est piloté à distance par des opérateurs sur Terre. Il déploie parfois un instrument qui peut explorer des falaises de glace. Parce qu'en fait, vous voyez, l'endroit où il se trouvait, c'était, on pourrait avoir des grottes de cette taille, même plus grandes, sur la Lune, où il pourrait y avoir des dépôts de glace. Et sur Mars aussi. D'ailleurs, en parlant de glace, nous avons un projet qui est en cours, qui s'appelle ESALab, laboratoire ESA, qui est un projet de laboratoire interuniversitaire. Donc, il y a une vingtaine d'universités en Europe avec des étudiants qui collaborent ensemble pour apprendre à développer un projet spatial. Et ils apprennent à communiquer, et ils vont construire un igloo lunaire sous un glacier, le glacier du Cervin, hein, Zermatt, en Suisse. Et donc cet été, en juin, ils vont construire cet habitat lunaire et avec tous les sous-systèmes d'eau, d'électricité, soutien-vie, communication, etc. Et donc nous allons tester ce système. Et l'année prochaine, nous avons l'intention de construire un petit habitat et laboratoire mobile qui pourra être installé dans divers endroits. Et il pourrait y avoir quelques expériences qui pourraient être conduites ici avec les laboratoires et universités de la région. Alors nous avons aussi des expériences avec des biologistes qui s'entraînent à voir comment ils pourraient analyser des échantillons pour respecter les règles de protection planétaire. Par exemple sur Mars, pour l'instant il faut stériliser tous les engins, donc si on cherche la vie sur Mars, il faut pas porter la vie terrestre. Donc on essaie de s'entraîner à tous ces protocoles. On pourrait le faire sur Terre, puis après sur la Lune. Mais aussi sur la Lune, nous allons développer des systèmes pour faire, par exemple, pousser des plantes, développer des écosystèmes. Et nous avons d'ailleurs aussi testé ceci dans une base qui a été construite en Pologne. Alors ça, c'est pour regarder d'autres effets, pour voir les effets d'isolation. Vous allez vivre 2 semaines dans une base lunaire, un peu isolée, ou 400, 500 jours en allant vers Mars. Alors ça, c'est une base qui est dans un hangar militaire complètement isolé du reste du monde. Et là où on peut voir comment les équipages travaillent ensemble. Alors, on avait emmené d'ailleurs notre administrateur là-bas. Et voilà l'équipage. Vous voyez, ils ont l'air bien heureux. Ça, c'est la photo au début, hein. J'ai une photo aussi à la fin. Bon, ils étaient aussi heureux. Pourquoi? Parce que d'une part, on leur a donné beaucoup de travail, de recherche, ils ont appris plein de choses. Et nous avons aussi bien nourri. C'est pour notre diététicienne encore. Voilà. On a fait pousser des plantes et ils pouvaient donc mélanger certains de ces ingrédients de nourriture à base de poudre avec de la vraie nourriture. Et ça, c'est très important pour le confort, bon, d'une part, la santé, le confort psychologique, pour le moral des troupes, bien sûr. Et nous avons même développé une technique pour faire pousser des plantes à partir du sol lunaire. Ça, c'est une expérience que j'ai conduite il y a une dizaine d'années. Nous avions du sol équivalent de la Lune, sur de la poudre de volcan, et nous avons fait pousser des plantes à partir de cette poudre, parce que c'est un sol assez pauvre, donc il y a une recette, c'est il faut injecter certains microbes qui, en fait, sucent tous les éléments nutritifs des roches pour nourrir la plante. Sinon, nous avons d'autres expériences
où nous allons donc vivre dans des conditions comme sur la Lune ou Mars. Alors, très proche de nous, l'Islande. L'Islande, c'est un monde où vous avez des volcans et des glaces. Et donc nous avons conduit une campagne l'an dernier où nous sommes allés explorer l'Islande, en particulier dans des tubes de lave. Nous allons y retourner cette année en août pour essayer d'installer un mini habitat dans ces tubes de lave et aussi analyser des échantillons, faire des recherches géologiques. Et à plus grande échelle, nous avons aussi commencé la construction d'une base lunaire à Hawaï. Et dans cette base, nous avons déjà testé, nous avons conduit un équipage, donc avec divers engins. Nous avions des drones, nous avions aussi des véhicules pour explorer les tubes de lave, à la collecte des échantillons, des microscopes, des instruments pour analyser ces roches. Et puis, toute une série d'opérations qui peuvent être conduites. Alors, là, c'est un exemple. Oh, peut-être une vidéo, allez voir si ça marche. Là. Je vais vous montrer l'intérieur de l'habitat. Nous avions emmené un drone, donc que l'on a piloté pour vous montrer. Bon, là, ça c'est un scaphandre assez ancien, mais nous regardons maintenant des scaphandres un peu plus confortables. Donc ça c'est l'intérieur de ce dôme qui peut accueillir entre 6 et 9 personnes et qui est isolé du reste du monde. Donc on ne peut sortir que dans un scaphandre. Alors là, ce monsieur-là, c'est un monsieur très intéressant. C'est notre co-sponsor. Il s'appelle Hank Rogers. C'est l'homme qui possède Tetris. Vous connaissez le jeu Tetris, hein, le petit jeu là avec des collections, hein, vous connaissez Tetris? Bon, il est millionnaire avec ce jeu qu'il a acheté il y a quelques dizaines d'années, mais il investit un peu ses bénéfices pour développer de l'énergie durable, panneaux solaires, piles à hydrogène, mais aussi cette base lunaire et martienne. Et donc, voilà, donc nous avons conduit une campagne récemment. Voilà, donc ça c'est l'extérieur de cette base lunaire. Vous voyez, ça ressemble, c'est des coulées de volcans, des coulées de basalte, et on va les explorer. On va dans des tubes de lave. Et plus récemment, en février, nous avons refait une campagne avec 6 volontaires, donc qui ont passé 2 semaines dans une base lunaire. Donc, dans ce sommet près à Hawaï. Alors moi, j'étais confortablement dans la station de contrôle, ici, où je les surveillais, je leur donnais des instructions. Mais eux, voilà, étaient installés dans cette base. Donc, ils ont d'abord appris le fonctionnement de divers instruments, systèmes de communication, les instruments scientifiques. Ils ont appris à cuisiner la poudre de nourriture spatiale. Ils sont partis, donc heureux avec notre petit drapeau. Et puis ils sont arrivés donc sur leur base le premier jour. Donc ils avaient un plan de travail. Ils sont familiarisés avec le fonctionnement des systèmes de communication. Ils ont préparé tous les équipements. Alors lui c'est un Français qui vraiment était un chef qui a cuisiné donc avec cette poudre de nourriture et il a très bien maintenu le moral. Donc on a toujours la recherche d'un bon cuisinier. Hein. C'est toujours bien d'avoir un cuisinier à bord. Et voilà notre base lunaire, hein, à partir d'un drone avec panneaux solaires. Donc elle est toute autonome électriquement. Elle a un système de communication. Et ici, vous voyez ces coulées de lave que l'on peut explorer en sortie extravéhiculaire. Alors, vous voyez ici des astronautes qui sont en sortie, ils analysent les roches. Ici, vous avez une sorte de coulée de lave, hop, qui est refroidie. Hein. Attendez, hop. Voilà, le 3e jour, ils ont passé 15 jours, donc là, ils ont dû réparer un équipement de communication. Un 4e jour, ils vont explorer une grotte. Ici, ils analysent des roches. Et bon, ce sont des étudiants qui font aussi leur sujet de
de recherche pour leur master sur la géologie lunaire et martienne. Ici, ils entrent dans une tube de lave. Et même, nous sommes même allés leur rendre visite. Nous avions un cosmonaute, un vrai cosmonaute qui revenait de la station spatiale. Nous sommes allés leur rendre visite sur la Lune. Et donc, c'est Igor Artemiev, c'est lui, donc, qui était commandant hein, sur la station. C'est un module Soyuz sur la station. Lui, c'est l'inventeur de Tetris. Lui, c'est un opérateur un contrôleur de vol habité qui a travaillé pour la station spatiale, etc. Nous avons rendu visite. Alors, un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est de construire donc une base de simulation. Ça se fait à Cologne, donc où nous allons simuler l'extérieur du paysage lunaire et un habitat donc où nous allons conduire diverses activités de simulation. Donc, en résumé, on peut se préparer à aller sur les villages lunaires, sur Terre, donc en développant des rovers, en développant des instruments et aussi des systèmes habités et en allant donc dans des bases. Et voilà notre vision. Au niveau du temps, où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Nous regardons sont des concepts donc pour commencer cette base avec des modules habités et nous allons utiliser des technologies aussi nouvelles, donc des technologies de miniaturisation, d'impression 3D. Et c'est un effort où aussi nous voulons engager donc le public, les jeunes, aussi bon, enfin tous les citoyens qui s'intéressent. Et donc, bon, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé donc à avoir plus de détails, hein, demandez donc à nos amis de l'Observatoire des Pays des Faits. Je vous encourage aussi, bien sûr, à revenir hein, sur toutes les prochaines conférences. Hein. Il y aura des belles conférences. La prochaine, donc je crois, c'est le 13 juillet. Il y a un événement international. Hein, donc ça s'appelle On the Moon Again, où un de mes bons amis, Louis, dans de cours, va vous parler. Il y aura célébration de Apollo. Et je dois vous dire que j'étais très content de venir ici. Je vis dans un pays, aux Pays-Bas, où je vois très peu la Voie lactée. Et de donner une conférence sous ce ciel étoilé, en votre compagnie, vraiment, ça me réchauffe le cœur. Et donc, vraiment, comme je vous l'ai dit, quand vous passez par les Pays-Bas, venez nous rendre visite, on va vous montrer les steaks. Et dans 20 ans, quand vous passez par la Lune, venez me rendre visite sur ma petite villa lunaire. Merci pour votre attention. Donc, si vous voulez poser des questions à Monsieur Bernard Fouin, vous pouvez me demander le micro et je vous le fais passer, il n'y a pas de problème. Et ce fera un plaisir de vous répondre. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions, il y en a un là-bas, je vais l'amener et après je reviendrai à vous amener le micro. Donc, il y a peut-être de la glace dans le sous-sol lunaire. Oui. Donc, ce qui veut dire que Hergé avait raison. Ah, très bien, oui, en effet. Oui, j'aurais dû le savoir plus tôt. J'aurais dû bien lire mes classiques parce que comme ça, j'aurais pu publier les résultats avant nos amis américains et indiens. De fait, bon, j'ai participé, en fait, j'avais fait des calculs il y a assez longtemps prédisant la quantité de territoire qui est toujours dans l'ombre. Et c'est de l'ordre de 15 000 km². C'est une mode surface. Et dans ces endroits, la température est tellement froide, donc moins de 200 degrés Celsius, que si vous avez de la vapeur d'eau qui se promène, elle est piégée, comme l'endroit le plus froid de votre frigo. Et elle est piégée presque pour des milliards d'années. Et les mesures les plus récentes indiquaient que, de fait, c'est vrai, dans ces régions toujours à l'ombre, il y a quelques pourcents de glace d'eau mélangée au sol. Et si vous faites le calcul, il y aurait 1 milliard de tonnes de glace d'eau disponible. Donc on pourrait utiliser une petite fraction de ceci pour déjà commencer à avoir assez d'eau pour les besoins d'une base habitée et même pour commencer une économie en utilisant
l'hydrogène et l'oxygène pour des fusées qui pourraient être lancées depuis la Lune. Oui, bonjour. Moi, j'aurais deux petites questions et peut-être une petite suggestion. La première, c'était dans votre exposé, la propulsion ionique, s'il me semble bien, avec les 7 grammes de poussée. Est-ce à dire qu'on est obligé, avec ce système, d'utiliser l'accélération gravitationnelle, parce que c'est pour ça que ça met autant de temps? Et est-ce qu'on arrive à avoir la vitesse de libération à ce moment-là, là-dessus? Cette propulsion ionique, elle fonctionne que pour aller de l'espace à l'espace. Il faut déjà être dans l'espace. Et là, parce que quand vous êtes dans l'espace, vous êtes en orbite autour d'un objet. Et là, vous avez tout le temps pour donc utiliser cette poussée donc pendant des mois, pour d'une part sortir, vous échapper de la Terre. Ça, c'est le cas c'est ce que nous avons fait sur ce Martin. Mais aussi, ça peut être utilisé dans l'espace interplanétaire pour aller dans des directions assez proches du Soleil. Mais aussi, ça peut être combiné avec des manœuvres donc de rencontre, de survol de certains objets qui aussi donnent un effet de fronde pour leur permettre d'aller vers la cible finale. Et en particulier, nous avons une sonde qui s'appelle Bepi-Colombo qui est en route vers Mercure, qui utilise la propulsion solaire électrique, mais aussi l'effet donc de gravitation, l'effet de fronde gravitationnelle. D'accord, merci. Une deuxième question concernant vos préparations. Les missions lunaires ont démontré qu'il y a un gros problème avec la poussière lunaire qui était extrêmement abrasive, voire même irritante pour les équipages. Est-ce que sur Terre, dans les missions d'entraînement, est-ce qu'on arrive à simuler et prendre en compte ce problème qui risque d'être récurrent? Oui, en fait, c'est vrai, la poussière de Lune est très fine. Vous savez, c'est une taille de l'ordre de 20 à 80 microns, mais elle est aussi très abrasive, très déchiquetée. Et donc, si elle entre dans les poumons, ça peut conduire à du cancer. Donc, il faut avoir des précautions pour éviter que cette poussière entre dans l'habitat. Donc là, il faut donc un sas, il faut bien nettoyer. Aussi, il y a des problèmes au niveau des systèmes robotiques, des mécanismes, il ne faut pas que ça rentre, mais ça, donc, on a des bons concepts. Donc, il faut vraiment bien comprendre les propriétés, avoir une bonne méthode pour s'en protéger. Et dans ce cas, on pourra aussi exploiter, puisque cette poussière a des dangers, mais aussi a des ressources. Et on peut en particulier collecter cette poussière et l'utiliser dans des systèmes d'impression 3D, où on pourra donc faire fondre cette poussière, donc la réchauffer pour créer des objets. Donc c'est également la connaissance aide à maîtriser en fait la matière. D'accord, merci. Et puis, simplement un petit clin d'œil, vous proposiez des solutions pour votre galerie artistique. Moi, je vous propose une mini, centrale holographique. Comme ça, on pourrait faire des milliers d'œuvres holographiques et même un concert de Shakira. Hein. Très bien, oui, Shakira, moi j'aimerais bien la voir sur la Lune, hein, je suis un grand fan. Mais j'aime beaucoup votre idée. Aussi, si vous pouvez me donner le numéro de téléphone de Shakira, on aimerait bien la voir sur notre galerie. Mais oui, en fait, donc il y a une première galerie et nous essayons d'organiser des événements aussi sur Terre, des expositions dans des lieux d'art. Et nous vous voulons montrer donc cette idée de galerie lunaire. Peut-être qu'on pourrait penser en faire une sur la région. J'ai des jeunes artistes qui travaillent avec moi sur le sujet. J'ai une classe d'art, en fait, une trentaine d'étudiants tous les ans qui travaillent sur des sujets inspirés par la Lune et Mars. Ils seraient très heureux de venir faire une exposition avec des œuvres d'artistes locaux ou certaines idées que vous mentionnez. Et aussi, bon, la musique est bienvenue, hein, aussi. Et Shakira, holographique ou réel, ça serait très bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez de stériliser les combinaisons qui vont vers la Lune et puis vers Mars. Quel serait justement l'impact d'amener la vie directement sur Mars et de ne pas faire attention à ça justement? Oui, donc je pense qu'il faut être très responsable. Parce que si par exemple
il y a eu une vie indépendante qui s'est développée sur Mars. Ça serait une source de connaissances énorme pour nous pour comprendre la vie. Et c'est une responsabilité énorme pour nous de la respecter. Donc il faut y aller vraiment pas à pas. Là, nous avons notre sonde ExoMars où nous avons tous réalisé et nous allons aussi dans un endroit qui est permis. Il faut essayer d'éviter au début d'aller dans un endroit où on a un risque de communiquer la vie terrestre par une enveloppe aquatique souterraine à l'ensemble de la planète. Donc il y a des régions qui sont définies, qui sont assez isolées, sur lesquelles nous pouvons faire cela. Et après, il va falloir commencer pas à pas à établir, est-ce qu'il y a vraiment eu de la vie sur Mars? Donc il faudra un certain nombre de missions robotiques pour cela, voir quels sont les endroits où c'est le plus probable, y aller là-bas, ramener des échantillons, les analyser aussi de façon responsable, hein, sans risque pour la Terre aussi. Hein, donc, on a même proposé que ces échantillons pourraient être analysés sur la Lune. Parce que par exemple, là, il n'y a pas de risque de contamination de la biosphère terrestre. Donc il faut vraiment aller pas à pas, de façon très responsable, en ayant des missions robotiques et donc en faisant la science nécessaire pour bien comprendre s'il y a eu de la vie sur Mars. Avant de prendre le risque d'y aller avec des humains, et si nous y allons avec des humains, il faudra d'abord y aller dans des endroits qui sont suffisamment isolés du reste de la planète pour que ce que nous emmenons ne va pas se propager sur le reste de la planète. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Devant. Je vais reprendre la boutade bien connue. Il y a plusieurs questions que se pose l'être humain. C'est d'où venons-nous, où allons-nous et à quelle heure on mange? Est-ce qu'on sait actuellement faire manger des astronautes pour un vol vers Mars, par exemple? Parce que bon, on sait que pour aller sur la Lune, c'est un gros week-end, on va dire. Ouais. Donc on peut emmener la nourriture. Pour un voyage de plusieurs mois, est-ce qu'on peut emmener de la nourriture et est-ce qu'on est capable de garder les astronautes en bon état en fait au bout du voyage? Oui. Donc ces recherches sont encore en cours, mais il y a déjà eu des expériences où des astronautes sont restés plus de 6 mois, 1 an, en mangeant essentiellement de la nourriture qui était pré-préparée, donc c'était nourriture spatiale, mais aussi agrémentée éventuellement de nourriture qui venait lors de missions cargo. Il y a aussi des expériences où nous avons pu faire pousser des salades, par exemple, ou des plantes sur la station spatiale qui ont pu être consommées par les astronautes. Donc ça aussi, ça serait quelque chose qui pourra être développé. Au niveau nourriture, oui, c'est un défi, mais je pense on peut le résoudre. Le gros problème vis-à-vis du voyage vers Mars, c'est celui de la protection contre les radiations pendant cette durée. Donc, le niveau de radiation est plus haut que le niveau tolérable. Donc là, il y a des études pour voir des contre-mesures, éventuellement choisir une population d'astronautes qui ont des gènes qui les rendent plus résistants aux radiations. Donc il y a certaines études qui sont faites dans ce sens. Il y a aussi éventuellement avoir un niveau de tolérance qui serait acceptable, mais qui serait plus élevé que ce qui est à présent prescrit. Donc où les astronautes disent oui, c'est vrai, je vais augmenter certains risques de cancer plus. Bon, on parle de risque de cancer entre 5 et 10% de plus. Donc éventuellement pour les premiers sujets, on va se poser ce type de questions. Mais ça, il faut vraiment travailler sur ce sujet. Donc nous ne sommes pas encore prêts pour le voyage martien. Et dans ce sens, ce que nous allons faire sur la Lune va aussi nous apprendre comment nous protéger des radiations, comment aussi vivre sur une autre planète, comment exploiter les ressources, aussi comment développer tout un système de transfert dans le système interplanétaire
ou par exemple, la Lune peut jouer un rôle aussi pour emmener plus de cargo qui va nous permettre de nous protéger pendant le voyage martien. Et aussi, on aura une bonne expérience pour vivre de façon saine à la surface de notre planète. Oui, donc quelle matière, quelle épaisseur? Est-ce que c'est en plomb ou alors en mousse? Oui. Est-ce que c'est 50 centimètres? Est-ce que de l'eau gelée mis en double paroi? Qu'est-ce qu'il faut pour les sauver, ces gens-là? Alors, pour des durées de l'ordre de 6 mois, 1 an d'exposition, on calcule que l'équivalent de quelques mètres d'épaisseur de minéraux qu'on a sur la Lune et aussi 1 mètre d'eau sous forme de glace, puisque en fait, les particules qui dominent sont essentiellement des protons, hein, qui viennent ou du Soleil, ou qui viennent de la galaxie, des rayons cosmiques. Et pour arrêter des protons, le mieux, c'est d'avoir de l'hydrogène, hein, c'est la même masse. Et c'est ceux qui arrêtent le mieux. Donc à peu près cette couche. Alors ceci, si vous êtes sur la surface de la Lune, c'est très facile. Vous pouvez construire votre protection. Par contre, sur un vaisseau spatial, avoir une couche de 2 mètres autour du vaisseau, c'est une masse prohibitive. Donc là, il va falloir trouver une autre solution. Contre les orages solaires, il y a une solution. On peut avoir une sorte de refuge bien isolé. On peut prédire à l'avance quand il y a un orage qui va arriver. Hop, on se refuge à l'intérieur et on attend que ça passe. Pour les rayons cosmiques, ils sont là tout le temps. Donc, il y a un effet de dose continue. Et là, il faut vraiment la couche pour se protéger. Une question là? Entre-temps, j'ai une petite question pour vous. Alors, qui est-ce qui veut aller me rendre visite sur la Lune dans 20 ans? Vous pouvez lever la main? Ah voilà, ok, bon, allez, hop, je prends une photo. D'accord. Merci, parfait, merci. Oui. Oui, tout d'abord, merci pour cette admirable conférence. Alors, ma question est la suivante. Les Chinois se sont posés sur la face cachée, les Américains ont aussi marché sur la Lune, l'ESA a des satellites qui tournent autour, etc. Pouvez-vous nous dire quels sont l'état d'esprit actuel entre ces trois nations, enfin ces trois compétiteurs, les US, la NASA américaine, les Chinois, l'ESA? Est-ce qu'un esprit de compétitivité ou est-ce un esprit de collaboration? Alors, compétition ou collaboration entre les États-Unis et la Chine, il y a un fort esprit de compétition. Bon, il y a une tension politique. Ils n'ont pas le droit, les scientifiques et les ingénieurs n'ont pas le droit vraiment de se parler. Donc, on a vraiment une compétition. Alors, comme la Lune est une plateforme naturelle et qu'elle est ouverte à tous, il est très possible que l'on ait donc des équipages qui vont aller avec les Américains. Ils vont se poser à un endroit. Les Chinois iront à un autre endroit. Les Américains ont accéléré leur programme. Alors auparavant, moi je pensais que nous pouvons aller sur la Lune en 2028 et une fois arrivés, nous allons y trouver un restaurant chinois parce qu'ils seront déjà installés depuis pas mal d'années. Mais maintenant que les Américains ont accéléré, il y a une forte compétition entre les deux. Les Européens ont vocation à travailler avec tout le monde. Les Américains sont notre partenaire principal, mais nous avons commencé aussi de collaboration avec les Chinois. Moi-même, j'avais négocié les premières collaborations entre ESA et la Chine sur la mission robotique. Et donc l'Europe, d'une part, nous avons 22 pays à l'ESA qui travaillent ensemble. Donc tous les jours, nous faisons des collaborations internationales, mais nous travaillons avec les autres pays. Et donc, nous avons vocation à servir aussi de lien, donc de coopération entre ces divers pays, même s'ils sont en compétition. Ceci dit, c'est bien d'avoir aussi un peu de compétition, hein. Moi, je dirais une bonne compétition olympique, ça ne devrait pas de mal. Et donc, un de mes objectifs aussi, quand je serai sur la Lune, c'est de commencer à préparer les Jeux olympiques sur la Lune. Hein? Et donc, nous allons inviter... ah oui. Nous allons inviter le club de rugby de hier et nous allons développer toute une série d'épreuves olympiques parce que sur la Lune, vous pouvez sauter 6 fois plus haut que sur Terre. Alors aussi, vous avez un bon club de basketball, on m'a dit.
hein, hier. Et ben là, on va faire des championnats de basketball à la surface de la Lune. Et là, il faudra prévoir des gymnases avec des toits assez hauts. Et sur la Lune aussi, vous avez la possibilité, dans ces salles, dans ces gymnases, d'inventer de nouveaux sports. Vous avez assez de force dans vos bras, vous mettez des ailes, vous pouvez voler sur la Lune. Donc, vous pourrez aller d'un endroit à l'autre. Donc, on va, sur notre village, là-haut, il y aura vraiment beaucoup de choses admirables à faire. Du trampoline aussi, voilà. Et voilà. Et voilà au rendez-vous, notre précurseur. Voilà, c'est magnifique. Oh là, ah oui, vous pouvez la suivre avec le faisceau. Et donc, c'est très bien votre question. Voilà, vous avez un exemple aussi, la Station spatiale internationale, entre des pays, qui travaillent ensemble techniquement, scientifiquement, même en période de conflit politique, on est capable d'avoir des astronautes et tous les autres qui travaillent ensemble. Et bien sur la Lune, ça sera encore plus large, la coopération que nous aurons. C'est magnifique. Bravo pour avoir organisé ce passage de la Station spatiale internationale. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore notre ami canadien à la surface de la Station spatiale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, écoute, je remercie Bernard. Je propose qu'on qu'on les salue. Et qu'on termine avec le passage de la station. Donc, merci à M. Bernard Foin pour sa visite et sa conférence appréciable. Et merci au public qui a un petit peu déserté, mais il faisait froid. Mais bon, ils n'auront pas vu la station qui est au Zénith maintenant, là. Bonne soirée à vous. Et pour information, le festival d'astronomie commencera le samedi, les nocturnes estivales, le samedi 13 juillet avec la soirée On the Moon Again et sera à l'Observatoire du Pic des Fées, le samedi 13 juillet. Bon, bonne soirée à vous. Au revoir.